parole@palais.com. Le populisme a changé de camp. Du mouvement haïtien Lavalas, qui a occupé 2 fois le pouvoir pour être 2 fois aussi renversé, au candidat américain Donald Trump, un seul mot revient: populisme. Il est vrai qu'un président élu avec l'appui des capitales du monde capitaliste, Michel Martelly, 2011-2016, s'empressa d'appliquer les mêmes méthodes reprochées à ses prédécesseurs, la soupe populaire ou populisme, sans remonter jusqu'à Papadoc, 1957-1971, qui avait lui aussi apprêté sa dictature sanglante à la sauce populiste. Le fils Baby Doc ne se donna point tant de mal et gouverna aussi avec la bourgeoisie. Donc, où il y a populisme et populisme, où c'est le populisme qui est passé sous une autre uniforme. Difficile en effet de placer Aristide et Donald Trump dans le même panier, ni Hugo Chavez aux côtés de Marine Le Pen. Toujours est-il que lors du dernier débat présidentiel entre le républicain Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton, ce n'est pas cette dernière qui assumait l'étiquette de populiste, alors que c'est elle qui courtise les électorats les moins fortunés, les Noirs et les Hispaniques, quand c'est Trump, le candidat de la droite et d'une partie de l'extrême droite, qui reçoit l'étiquette de populiste. Bon à savoir, pour le citoyen haïtien anti-Lavalas, qui a toujours considéré comme la pire insulte envers ce mouvement, c'est le traité de populiste, c'est-à-dire qui utilise les émotions du peuple, de la partie la plus déshéritée, pour gagner et essayer de maintenir le pouvoir. Qui ne connaît la parabole d'Aristide, chef du parti famille Lavalas, roche dans de l'eau, par contre douleur roche dans le soleil, le riche ignore les souffrances du pauvre. Or, ne voilà-t-il pas que c'est le même raisonnement qu'utilise Donald Trump? Selon ce dernier, les patrons américains ont délocalisé leurs entreprises vers des pays où la main-d'œuvre leur revient à meilleur marché, Singapour, Mexique, Chine, ce qui appauvrit la main-d'œuvre américaine, condamnée à des emplois moins payants et à voir de plus en plus s'éloigner ce qu'on appelle le rêve américain, ou vivre dans le meilleur confort possible et imaginable. Or, ce n'est pas tant l'afro-américain, ni l'immigrant hispanique ou haïtien que cela concerne, que le jeune blanc qui considère qu'il est le premier héritier légitime du système. L'électorat de Trump est constitué majoritairement, selon les instituts de sondage, d'adultes blancs mâles qui n'ont pas fait l'université, donc niveau ouvrier, ou comme on dit aux États-Unis, blue collars, col bleu. Donc, c'est la même démarche que le Lavalas. Un message des moins fortunés à la petite élite, des ouvriers qui voient s'éloigner le rêve américain au patron de Wall Street. Trump ne manque pas de traiter Hillary Clinton de démagogue, alors qu'elle fait des mamours aux électorats noirs et hispaniques. C'est sa campagne et non celle du candidat républicain, bien que ce dernier soit lui aussi un milliardaire qui obtient le support de Wall Street. Le mot populisme aura donc fait bien du chemin depuis qu'il a été utilisé pour caractériser le Lavalas en 1990, y compris par l'administration américaine de l'époque, Reagan-Bush père, aux yeux desquels populisme voulait dire pas adapté aux temps nouveaux. Bref, anti-business. Voir quand Aristide, encore dans les ordres, s'était fait d'abord connaître dans un opuscule intitulé « Capitalisme, ses péchés mortels ». Justement, le big business haïtien le lui fit bien voir et n'avait pas caché son soutien au coup d'État de 1990 ou 1991 plutôt, renversant le pouvoir Lavalas 7 mois seulement après son entrée en fonction. Aujourd'hui, on lit couramment que c'est le populisme qui domine la politique, par exemple en Europe. Non seulement l'extrême droite classique, les Le Pen,
Mais celle-ci, soudain se mettant à gagner énormément du terrain, comme réaction des locaux au phénomène de la migration globale et surtout de l'exportation du terrorisme de ses bases dans le monde arabo-musulman aux grandes villes et capitales occidentales, voici que de la droite au centre-droite et même jusqu'à la gauche, tout le monde se met, si l'on peut dire, au diapason, que ce soit l'ex-président Nicolas Sarkozy ou le premier ministre du gouvernement socialiste Manuel Valls. Cependant, c'est au nom du même qualificatif utilisé par Reagan Bush en 1990 pour condamner le Lavalas, pas adapté au temps nouveau, que Trump risque d'être envoyé aux oubliettes le 8 novembre prochain, date des présidentielles américaines, outre ses innombrables bévues comme ses propos insultants sur les femmes. Cependant, s'il a été condamné pour cela par les grands pontes du Parti républicain, ce n'est pas le cas avec son électorat de petits blancs, sa niche, comme on dit, autrement dit, dont il a su trouver le langage. Le populisme à la Trump ne va donc pas disparaître, même si ce dernier perd les élections du 8 novembre prochain. Pareillement dans les pays européens, principalement la France. Ironiquement en Haïti, où auront lieu bientôt aussi des présidentielles, 20 novembre 2016, ce n'est plus Lavalas qui cultive aujourd'hui le langage populiste, mais le candidat qui avait l'appui récemment du grand monde capitaliste international, bref, le poulain de l'ex-président Michel Martelly, c'est Jovenel Moïse. En effet, dernier thème de la campagne de ce dernier, il est le représentant du petit paysan, depuis toujours floué, berné, exploité par ce qu'on appelle la République de Port-au-Prince. J'écoute Mélodie FM. Pour venir en aide à la famille du football et à nos frères et sœurs, la Fédération haïtienne de football et le groupe Unibank vous invitent le samedi 29 octobre au CAI, à Jérémy, dans le Pont, à Saint-Marc et au Gonaïves. Le véritable motif derrière la grogne haïtienne vis-à-vis de l'aide humanitaire de la République dominicaine voisine pour les victimes de l'ouragan Matthew, qui a détruit corps, près de 500 morts et biens, 4 départements géographiques du pays, Sud, Grand'Anse, Nip, Nord-Ouest. La crainte, c'est que, comme ses prédécesseurs, l'actuel gouvernement haïtien en profite pour absoudre nos voisins de tous les torts commis envers nous. Depuis la pendaison publique d'un immigrant haïtien dans un parc de Santiago, jusqu'à l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine enlevant la nationalité à tous les descendants d'Haïtiens remontant à 1929. Quel geste peut être plus inamical? Or, il y a une histoire, et une selon laquelle les dirigeants haïtiens ont toujours permis à leurs homologues dominicains de s'en tirer à bon compte et sans avoir à revenir sur leurs provocations. Après l'entrée en application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle dominicaine 168-13, l'administration Martelly-Lamotte s'empressa de pousser au dehors la CARICOM, Communauté Caraïbe, ainsi que la Commission interaméricaine des droits humains, CIDH, qui avait prononcé une condamnation sans détour pour faire business as usual avec Santo Domingo, avec accent sur business. En conséquence, les Dominicains ne sont pas revenus sur leur décision, faisant même tant et si bien que c'est l'État haïtien qui est condamné, aux yeux de l'opinion publique, pour incapacité à fournir à ses ressortissants les documents nécessaires pour faire valoir leurs droits en terre étrangère. Déjà après le voyage du nouveau chancelier dominicain en Haïti, Miguel Vargas Maldonado, le président provisoire Jocelyn Privert accepta la levée des restrictions contre l'importation par voie terrestre de 23 produits dominicains qui forçaient interdiction à leur entrée uniquement par les ports et aéroports. À charge, lorsqu'on a accepté de lever l'interdiction, à charge par la partie dominicaine de respecter les normes douanières internationales. Mesure d'interdiction, il est vrai aussi, controversée, applaudie par le secteur commercial de la capitale Port-au-Prince,
Elle est considérée comme néfaste, injuste par les petits commerçants des villes frontalières avec la République voisine. Pour l'actuel ambassadeur dominicain en Haïti, Ruben Sillier, le peuple haïtien ne refuse pas l'aide du pays voisin et le gouvernement haïtien en a remercié le gouvernement et le peuple dominicain. C'est un secteur assez superficiel, ridicule, selon l'ambassadeur dominicain qui proteste. Mais pour l'ancien chancelier dominicain Hugo Tolentino Diep, les actuels dirigeants dominicains n'ont pas tenu compte du passé même récent dans l'accomplissement d'un geste bien sûr méritoire, l'aide humanitaire pour les victimes de l'ouragan, mais vu la façon extravagante avec laquelle ils ont procédé en faisant traverser le pays par une procession de conteneurs et surtout sous la protection de troupes militaires dominicaines en armes. Devant une protestation soulevée au Sénat haïtien, donnant à Santo Domingo 24 heures pour retirer ses soldats, les dirigeants dominicains ont en effet retiré ces derniers, soulevant en passant la colère du président Privert. Ce dernier, menacé par certains sénateurs de jugement pour haute trahison. Le président explique que le même principe vaut aussi pour les troupes américaines, vénézuéliennes, colombiennes, etc., venues accompagner l'aide humanitaire de leur pays. Il est vrai de façon bien moins spectaculaire, même cette fois de la part des forces américaines. Mais le fond de la question est ailleurs. Est-ce que le gouvernement haïtien n'est pas en train de suivre la même voie que ses prédécesseurs depuis toujours, depuis le président Sténio Vincent, qui accepta de négocier le prix du sang de plusieurs milliers de compatriotes haïtiens massacrés d'ordre du dictateur Rafael Trujillo en 1937, aux Duvalier qui s'enrichirent par la vente de la main-d'œuvre haïtienne pour les champs de canne du pays voisin. La seule fois qu'un chef de l'État haïtien osa élever la voix contre cette pratique, ce fut Aristide, au début de son premier mandat, 1991. On peut dire qu'il le paya cher, renversé et exilé 7 mois plus tard. Michel Martelly, 2011-2016, laissa carte blanche à son premier ministre Laurent Lamotte pour gérer le scandale soulevé par la dénationalisation de dizaines de milliers de Dominicains uniquement à cause de leur origine haïtienne. C'est le plus grave affront fait par nos voisins depuis les massacres ordonnés par Trujillo en 1937. Lamotte joua le jeu dominicain puisque son intervention contribua uniquement à débarrasser Santo Domingo de ses deux plus dangereux critiques, la CARICOM et la Commission interaméricaine des droits de l'homme, cette dernière finalement la seule instance à essayer de défendre véritablement les droits des Haïtiens dominicains. Eh bien, c'est toute cette histoire qui vient heurter, comme par un effet de boomerang, à la porte de l'actuel pouvoir intérimaire haïtien. Ce dernier a donc lui aussi besoin de manifester plus de compréhension et de profondeur dans son approche de ce dossier. Palais.com. Où est passé tout ce qui a toujours été dépensé pour lutter contre les catastrophes naturelles, du moins ces 20 dernières années? Nos gouvernements ne semblent exister que pour 3 rendez-vous annuels: le carnaval, la saison cyclonique et quelque peu aussi la rentrée des classes. Ce sont des rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte, sinon gare à vous. Mais où sont allés tous les millions, excusez du peu, inscrits annuellement pour faire face aux mauvaises surprises toujours possibles pendant ces longs mois qui s'écoulent du 1er juin au 30 novembre et appelés communément la saison cyclonique? C'est en même temps que c'est la terreur des pouvoirs en place aussi, c'est une opportunité de pouvoir libérer des fonds publics extra-budgétaires. Devant les ravages de l'ouragan Matthew, 472 morts ou plus, 3 départements géographiques du pays réduits à néant, s'est posé une question: ne faut-il pas déclarer l'état d'urgence, comme on le fait partout sur Terre en pareil cas? Le gouvernement de transition a décidé que non. Explication: l'état d'urgence n'apportera rien
aux efforts devant être accomplis. Proclamé en effet au lendemain du séisme de janvier 2010, l'état d'urgence n'a point contribué à reconstruire ce qui avait été détruit. Par contre, il avait été régulièrement utilisé par tous les gouvernements qui se sont succédés au moins durant ces 20 dernières années, et dans un seul but, faciliter le décaissement de fonds publics en dehors du budget en application, mais avec de plus la possibilité, au nom de l'état d'urgence, d'éviter certaines tracasseries administratives comme l'obligation d'appel d'offres, ce qu'on appelle les contrats de gré à gré, si souvent suspects de manœuvres corruptives, faisant les délices du président de la commission éthique et anticorruption du Sénat, M. Yuri Latortue, dont le dernier rapport, n'est-ce pas, a fait tant de bruit. Mais revenons à la question qui nous préoccupe, où sont passés les millions régulièrement décaissés, principalement de cette façon, pour faire face aux conséquences des aléas cycloniques ou sismiques, les deux nous menaçant véritable épée de Damoclès. Est-ce que l'argent a été gaspillé? A-t-il été consacré aux victimes et non suffisamment à consolider les infrastructures? A-t-il manqué d'un plan directeur? Est-ce que les millions ont été utilisés à d'autres fins, partisanes, politiques, entre autres? Bien sûr, il y a des exceptions. Prenons mai 2004. Des inondations transforment la ville des Gonaïves en un cimetière liquide où flottent des centaines de cadavres. Des travaux seront entrepris pour mieux protéger le chef-lieu, la capitale du département de l'Artibonite et cité de l'Indépendance, contre la violence des cours d'eau qui dévalent des montagnes. Par contre, l'exemple contraire restera les 2 milliards collectés après le tremblement de terre aux 200 000 morts et qui a réduit en poussière la capitale haïtienne et qui n'était le crétinisme du candidat Donald Trump aurait donné beaucoup de problèmes à la candidate et ancienne secrétaire d'État américaine Hillary Clinton, étant donné tous les reproches faits à son époux Bill Clinton, qui présidait une commission pour l'utilisation de ce pactole. Mais comme disait récemment un article de presse, les Clinton ont péché, oui, mais et nous? Voir des équipes gouvernementales qui n'ont pas fait la différence entre le rendez-vous de la saison cyclonique et celui du carnaval, l'un et l'autre, l'un dans l'autre, comme autant d'occasions pour dilapider des fonds publics. D'autant que nous avions eu ces dernières années un certain répit depuis le séisme de 2010 au niveau des ouragans, ce qui a pu tromper la vigilance de la population, ne réalisant qu'en dernière minute que Mathieu était d'une autre trempe. Selon plus d'un, Haïti est condamné à être la proie de catastrophes naturelles successives, comme l'ouragan Mathieu et comme le séisme de 2010, conséquence, dit-on, du dérèglement climatique ou phénomène affectant toute la planète. Mais justement, de nombreux pays sont dans la même situation, si ce n'est pire. Les grands bâtiments buildings tremblent au Japon, on dirait presque tous les jours. Cette année, Taïwan a subi des typhons d'une violence semblable à celle de Mathieu, etc. Mais loin de comparer ces phénomènes à quelques puissances maléfiques, comme dans notre bon peuple, ces pays continuent à consolider leurs moyens de résistance. Prenons encore le peuple de Jacmel et des environs réveillés il y a quelques jours en pleine nuit au cri de « Tsunami, tsunami ». Aussitôt toute une population de gagner les montagnes sur toute la côte de Jacmel à Marigot, à Pérédo. Donc, le peuple haïtien ne sait toujours pas, même après le terrible séisme de 2010, que c'est un tremblement de terre qui peut produire un tsunami, c'est-à-dire un raz-de-marée géant pouvant englober tout le centre-ville. Généralement, quand le séisme, cela se produit quand le séisme se produit en pleine mer et au-delà des côtes, et que ce qu'il vient, en tout cas d'y avoir chez nous, ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un ouragan, et ce n'est pas la même chose. Ce qui nous ramène à la question,
qu'avons-nous fait des millions consacrés toutes ces dernières décennies et de manière régulière, sans rater un seul rendez-vous? Qu'en avons-nous fait lorsque même le commun des mortels chez nous n'est pas capable de faire pareille différence, même pas pour instruire la population au sujet de ces phénomènes qui arrivent sur une base régulière, récurrents, comme on dit. De plus, à force, chez les autorités, d'avoir semblé considérer avec la même désinvolture la saison cyclonique et le carnaval, eh bien, le bon peuple peut finir par baisser davantage sa garde et considérer que tout cela, c'est du carnaval. Dire que rien n'indique que la situation ne continuera pas d'être la même, Mathieu ou pas, goudou goudou ou pas. Palais.com. Une visite à la station terrienne de Cabaret, ci-devant Duvalier-Ville, et plus auparavant encore Cabaret, nous montre comment le pays a reculé depuis ces années 1970, quand c'est Haïti qui distribuait le signal téléphone, radio et vidéo pour toute la Caraïbe, comme lors de la participation d'Haïti unique à la Coupe du monde de football en 1974. Ce fut un moment capital dans l'histoire de ce que Baby Doc appelait sa révolution économique. Et cela nous fait réfléchir, non seulement que nous avons reculé depuis drastiquement, mais comment c'est arrivé? Certes, la technologie a beaucoup évolué du temps de ces immenses antennes paraboliques, mais chez nous, c'est tout l'élan qui a été coupé. Et ceux qui étaient nos clients à l'époque, comme notre voisine, la République dominicaine, en ont vite profité pour devenir nos fournisseurs et pour bientôt nous tenir la dragée haute. Puis, la privatisation. La compagnie nationale de télécommunications Téléco, pour faire un peu d'histoire, créée par Duvalier Père, qu'il avait racheté dans les années 1960 à son propriétaire américain, la West Indies, et qui a été développée par Baby Doc, féru de nouvelles technologies, une fois renversée la dictature Duvalier, est devenue la proie aussi bien des nouveaux dirigeants que des hommes d'affaires nationaux et internationaux. Sur le dos du peuple, on vit les nouveaux hommes au pouvoir détourner des milliers de lignes téléphoniques, transformant leur domicile en relais pour les appels de l'étranger, se tapant des fortunes dans la plus totale illégalité et discrétion. Puis le big business extérieur arrivera lorsque le pays sera ouvert totalement au capital étranger, par le biais du retour en 1994 au pouvoir du président élu par le peuple en 1990, Jean-Bertrand Aristide, mais revenu assagi après 3 années d'exil imposé dans la capitale fédérale américaine, Washington. Depuis, la station terrienne, aux 2 immenses antennes paraboliques qui balayaient un temps le ciel de la Caraïbe pour toute la Caraïbe, a été déconnectée. Haïti a abandonné toutes ses ambitions dans le domaine. La classe économique locale, toujours hésitante à investir dans l'économie nationale et préférant placer ses économies en terre étrangère, ne comprit pas la pactole qui souffrait à elle. Des multinationales s'emparèrent du marché de la téléphonie sans fil, puis aussi de l'Internet. L'État haïtien se contentant des maigres taxes et des droits de licence, et nos dirigeants, en tout cas beaucoup d'entre eux, des ristournes par le biais de la corruption. Mais Haïti perdit toutes ses ambitions dans ce domaine pour devenir un simple petit client qui a toutes les peines du monde à lutter contre les augmentations de tarifs ainsi que les retards technologiques qui lui sont infligés en violation de toutes les règles en la matière au fur et à mesure que nous devenons toujours plus vulnérables. Et quand l'actuel gouvernement provisoire invita
les deux grands fournisseurs locaux à aider au financement des élections du 9 octobre 2016 puis du 20 novembre 2016 devant corriger les fraudes relevées dans celles de l'année dernière et suite à la décision quasi unanime de réparer l'honneur national en finançant nous-mêmes nos élections, eh bien, ils choisirent de faire le gros dos, les deux grands fournisseurs. Et devant ces ruines de la station terrienne, dont les deux tours restent debout comme un doigt accusateur, uniquement parce que les milliers de maraudeurs gros et petits qui les ont visités n'ont pas été en mesure de les mettre en pièces, comme ils l'ont fait des autres équipements, eh bien, on se prend malgré soi à dresser un parallèle entre ceux qui existaient avant la chute des Duvalier, 7 février 1986, et ce qui a été fait depuis, en dehors de la liberté d'expression et du droit de vote retrouvé. Et force est de donner techniquement l'avantage à la dictature, surtout après le régime Martelly, qui se voulait pourtant un fidèle de Baby Doc. Aucun des feux de signalisation installés à la capitale ne marchait après seulement 2 ans et aucun plan de réparation. La rénovation du Champ de Mars a coûté des millions, mais ce qui devait être le fleuron de l'ensemble, le kiosque Oxyde Gentil, après moins d'une année, tombe en ruine. Cependant, le boulevard Jean-Jacques Dessalines, ci-devant Grand-Rue, la plus grande avenue de la capitale, construite par Papadoc dès le début de son règne dans les années 1960, n'a toujours pas pris une ride, comme on dit. Le président René Préval a, sous son premier mandat, 1995-2001, construit la route reliant Jacmel à son intérieur profond, ouvrant une vaste région au commerce de sa production maraîchère, ce qui lui a permis en 2006 de faire partir à cet endroit précis sa deuxième course victorieuse à la présidence. Et quant au président Jean-Bertrand Aristide, il nous aura laissé la tour inachevée à la gloire du bicentenaire de l'indépendance en 2004. Aucun symbole, ne saurait être plus révélateur de sa présidence, 2 fois tentée et 2 fois brutalement renversée. Confusion et inachèvement. Conclusion, la dictature construit davantage dans la durée. Le fait de se croire à vie ne signifie donc pas qu'elle remettait tout à demain, tandis qu'aujourd'hui nous semblons davantage ne pas croire que notre pays mérite autant, ni le meilleur. Lapalais.com. L'actualité nationale en Haïti se concentre autour de 2 grands thèmes. Les dommages laissés par l'ouragan Matthew, qui a frappé le pays les 3 et 4 octobre, et les prochaines élections présidentielles et législatives partielles, dont le premier tour est fixé au 20 novembre prochain. Programmées pour le 9 octobre écoulé, les élections ont dû être reportées à cause des dégâts faits par l'ouragan dans au moins 5 départements géographiques du pays, principalement dans le sud et la Grande-Anse, et à un degré un peu moindre dans les NIP, à l'exception d'endroits encore inaccessibles près d'1 mois après le désastre, comme la commune des Baradères. Les bâtiments publics et les écoles, qui servent habituellement de centres de vote, sont en ces endroits-là ou démolis ou servant encore d'abri provisoire pour les sinistrés de l'ouragan. Selon une correspondance du Conseil électoral provisoire CEP, envoyée au président de la République et communiquée aussi à des médias, dont le Nouvelliste, l'organisme électoral demande la réparation immédiate de 280 centres de vote, ainsi que celle de certains axes routiers, et que soient aussi remplacées les cartes de vote des citoyens qui ont perdu la leur dans les régions frappées par l'ouragan. Le Conseil électoral demande aussi au gouvernement de convaincre les autorités locales, maires, délégués et vice-délégués, de libérer, nous citons, une 40aine d'établissements habituellement utilisés le jour du vote
et qui abrite actuellement des sinistrés, etc. La lettre du président du CEP, M. Léopold Berlanger, se terminerait ainsi, nous citons, convaincu que seule l'exécution célère de ces dispositions permettra le respect de l'échéance incontournable du 20 novembre, etc. Fin de citation. Et voici donc une nouvelle menace pesant sur la tenue de ces élections, bientôt en retard de plus d'une année, puisque organisées d'abord en octobre 2015, les résultats seront annulés pour fraude massive, ce qui rendra impossible le respect de la date constitutionnelle du 7 février 2016, qui devrait voir l'installation de nouvelles autorités légitimes, un président de la République, 16 sénateurs et quelques 27 députés. Et voilà qu'on devrait encore remettre ça à cause des dégâts nombreux de Mathieu. Incroyable, mais vrai. Cependant, si l'on s'inquiète de l'état des établissements et des routes, qu'en est-il des électeurs? Eh bien, comme Alice, on doit traverser de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire des considérations purement bureaucratiques pour entendre la voix de ce dernier. Eh bien, pas question pour lui, dit-il, de se déplacer le jour du vote si rien n'est encore fait pour le sortir de son statut de sinistré de l'ouragan. C'est ce que rapportent tous ceux qui ont fait le tour des régions les plus endommagées. La vraie menace ne vient donc pas de l'état des bâtiments devant servir de centre de vote, ni des routes non encore libérées, mais de l'électeur lui-même. Et c'est peut-être aussi la première fois depuis longtemps qu'on doit se pencher sur la situation de ce dernier, ou une aide conséquente pour le sortir du bord des routes où l'a jeté l'ouragan, sans toiture, sans logis, sans pain, sans école pour ses enfants, ou allez vous faire voir avec vos élections. Ce qui lève aussi un peu le voile sur la conception même des élections par cet électeur du pays profond. Nous parlons de notre compatriote des sections rurales, dont certaines ont été coupées du reste du monde plusieurs jours après le passage de l'ouragan de catégorie 4, qui a tout détruit sur son chemin en termes d'habitat, de jardins et d'élevage, etc. Bref, des populations désespérées. Les élections, c'est donc le cadet de leurs soucis. Donc, c'est kiff-kiff de l'aide pour un bulletin de vote, et que cela soit écrit. Une telle désinvolture vis-à-vis du vote, communément appelé, dans une certaine littérature politique, le devoir civique, indique aussi le peu d'intérêt que lui porte aujourd'hui notre citoyen moyen. Mais ce qu'on ne sait peut-être pas, nous autres les citadins, c'est que c'est ce citoyen-là, oui, celui qui parle ainsi, eh bien, c'est lui aussi qui remplit les centres de vote. Le citadin que nous sommes ne fait pas le déplacement. Il commente verba, mais non acta, comme il le fait d'ailleurs aussi dans ce dossier de l'aide humanitaire, acceptant celle-ci, repoussant celle-là, celle de tel pays, dont nous ne mentionnerons pas le nom, et vous comprendrez pourquoi. Eh bien, c'est parce qu'il n'est pas ce citadin-là le véritable concerné. Eh bien, figurez-vous que c'est pareil aussi pour les élections. Et donc, chez notre petit paysan, l'on des sources sur le terrain, ce pouvoir de boycottage est réel, parce que le vote, depuis longtemps, voyez-vous, se monnaie. Certains disent, depuis les élections de 1990, qui ont été les plus participatives et peut-être aussi les plus démocratiques. La campagne électorale s'arrête aux portes de ces communautés. Alors, entre en jeu, dit-on, des rabatteurs qui doivent convaincre, avec des espèces bien sonnantes, des citoyens de les accompagner jusqu'au bureau de vote. Oui, le sort de la République ne se décide donc pas autant en ville qu'on croit, ni de manière tellement idéaliste. Nous,
Oui, nous, les fameux décideurs, semblons jouer avec les dates de nos élections comme d'un yo-yo, alors qu'on se concentre tout simplement sur des considérations purement formalistes. Mais que le vrai défi est ailleurs. En tout cas, pour cette fois, oui. Mais d'abord, quand? lapalais.com